Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Une semaine qui s'achève, qui a été très riche en termes de statistiques, en termes de publication de résultats, avec différents éléments. On va commencer par le début de la semaine, des indications sur l'Allemagne, par exemple, avec des indices de climat des affaires, l'indice IFO, alors qui a confirmé l'IFO, l'Institut économique, que l'Allemagne échapperait probablement à la récession cette année, ce qui faisait écho aux propos de responsables politiques allemands quelques jours auparavant, avec toutefois une parenthèse sur le fait que échapper à la récession ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de phase de contraction. Et c'est ce que dit l'IFO. L'IFO qui explique qu'il y aura probablement une contraction au premier trimestre cette année, et une contraction qui sera notamment réalisé sous l'effet d'une consommation qui va faiblir en fait. Et on voit que ce thème de la consommation, on en a déjà parlé dans le dernier podcast, le thème de la consommation est un thème qui va revenir de manière récurrente. Et on va en reparler d'ailleurs dans quelques instants pour la partie américaine, où là aussi on voit des données sur la consommation qui montrent un ralentissement. Donc, pour construire la consommation, parce que c'est sous l'effet des prix élevés, cette inflation qui continue de faire son œuvre sur les consommateurs, où les salaires progressent moins vite que les prix, et donc frottement sur l'appétit de consommation, et puis également par rapport à des questions de perspective, à des questions de géopolitique aussi, par rapport à des questions de taux, de coûts de crédit qui restent élevés. Donc voilà, une consommation qui est sous surveillance, mais qui montre quand même des fléchissements. Et donc ces éléments, pourquoi on doit surveiller ça? Parce que les éléments liés à la consommation vont toucher des entreprises certaines d'entre elles en tout cas, qui ont beaucoup progressé en termes de cours boursiers ces derniers mois, notamment quand on a parlé de cette réouverture sanitaire en Chine. Beaucoup de valeurs liées à la consommation, justement, liées à l'exportation aussi, il y a plusieurs types de valeurs, mais celles liées à la consommation ont également fortement réagi. Et donc, s'il s'avère qu'on commence à avoir effectivement des effets un peu plus marqués de cette inflation durable qui a évolué tout au long de l'année dernière et qui reste encore élevée même si elle a commencé à plafonner, eh bien, on pourrait commencer à avoir des signaux, par exemple pour les résultats du trimestre en cours, qu'on aura donc au deuxième trimestre, eh bien, on pourrait voir des effets là aussi en termes de résultats d'entreprise. Et quand on parle de résultats, on voit donc ces résultats qui continuent de nous parvenir aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. On peut les qualifier de mitigés, ces résultats. En gros, il faut en paraître deux choses très clairement. On a des progressions de chiffre d'affaires. Donc ça, on peut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais le chiffre d'affaires progresse aussi parce qu'on a augmenté les prix, c'est ça qui génère l'inflation. Et de l'autre côté, par contre, il n'y a pas de progression des bénéfices. Si on compare les trimestres Q4 2021 par rapport à Q4 2022, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de progression sur les bénéfices, c'est même une baisse sur les marchés américains. On a une baisse de l'ordre de 4% des bénéfices d'une année à l'autre. Et donc, ça se fait pourquoi? Ça se fait sous l'effet d'une activité qui est un peu ralentie, notamment en fin d'année, avec des coûts qui restent élevés pour les entreprises, qui n'arrivent pas à percuter complètement ces coûts sur le prix de vente final, et donc vous avez une érosion au niveau des bénéfices. Et donc ça, évidemment, c'est à surveiller parce que, non pas que ça n'ait pas été anticipé, il y a beaucoup de résultats d'entreprises qui tombent au-dessus des attentes, à peu près 2/3 qui sont au-dessus des attentes. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a des cours qui arrivent au-dessus des attentes, qu'il n'y a pas eu de ralentissement ou de baisse des bénéfices en rythme annuel. Et là, c'est ce qu'on observe effectivement sur cette saison de résultats. Donc ça, c'est aussi à mettre en parallèle de cette forte hausse qu'on a eue sur les marchés ces derniers mois. C'est le genre de situation où normalement les investisseurs pourraient être tentés de prendre un petit peu leurs gains par rapport à l'évolution macroéconomique, par rapport à l'évolution de la consommation et par rapport à l'évolution de ces résultats. On a aussi des marqueurs, on parlait de la Chine par exemple, on voit des marqueurs comme le cuivre qui est un métal très sensible à la dynamique économique chinoise, parce que la Chine absorbe la moitié du cuivre de la planète, et donc le cuivre est un gros repère par rapport à la Chine. Bon, on voit quoi? On voit que sur le cuivre qui a beaucoup rallié, qui a beaucoup grimpé depuis 3-4 mois maintenant, notamment en janvier, on a eu un rebond assez spectaculaire sur le cuivre, et bien là, depuis maintenant une dizaine de jours, on a un cuivre qui évolue de manière latérale. Alors ça veut dire quoi quand ça évolue de manière latérale? Ça veut dire qu'on ne réaccélère pas la hausse et qu'il n'y a pas de rechute non plus. C'est-à-dire qu'on est dans une phase un peu d'attente où on digère cette très forte phase de hausse et probablement dans l'attente justement de signaux supplémentaires sur la vitesse de réouverture de la Chine, parce que les marchés ont une fonction d'anticipation qui a été très importante. Ils ont beaucoup anticipé depuis 4 mois maintenant ce virage sanitaire pris par la Chine, et désormais il est possible que beaucoup d'actifs et d'actions exposées à la Chine aient besoin de
faire une pause. Des investisseurs pourraient peut-être même être tentés de prendre un peu leur gain là-dessus, en attendant de jauger finalement de la vitesse réelle de reprise de l'économie chinoise. Et pour ça, il faudra donc différentes statistiques qui vont s'égrener sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, avant de mesurer tout ça. Donc peut-être une petite phase de prudence qui pourrait s'installer sur les valeurs qu'on dit cycliques, les values, toutes ces valeurs qui ne sont pas des valeurs technologiques, dans lesquelles vous avez des valeurs industrielles, des valeurs liées à la consommation ou autres, qui seront peut-être celles qui vont connaître une phase un peu de prise de gain dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc ça, c'était pour la partie micro de la semaine. On voit aussi, on peut prendre des exemples comme ça, des valeurs comme LVMH, toujours très, très attendu, la plus grosse capitalisation du CAC 40 qui a publié ses résultats cette semaine. Alors ils étaient très bons sur l'ensemble de l'année, il y a encore une progression, des résultats records pour LVMH. On note simplement, et ce que l'on voit dans d'autres résultats également, d'autres secteurs d'activité, on note un ralentissement de la croissance des ventes au quatrième trimestre. On a cette impression sur pas mal de statistiques, même côté US par exemple, on prend le cas de Chevron, de gros producteurs de pétrole et gaz américains. Là aussi, résultat record en 2022 sur l'ensemble de l'année, mais un ralentissement en fait des bénéfices de l'activité, notamment sous l'effet de hausse de coûts, mais pas seulement, parce que aussi les prix du pétrole ont baissé, au quatrième trimestre. Et donc, on voit que cette thématique demande, consommation, et ces résultats d'entreprise qui montrent que, même quand ils sont très bons, qui montrent qu'il y a quand même un ralentissement sur la fin de l'année, on l'observe également aujourd'hui, par exemple, à vendredi, au moment où j'enregistre ce podcast, c'est vendredi après-midi, on a eu une série de chiffres aux États-Unis avec les dépenses de consommation, avec le taux d'épargne, avec le revenu des ménages, et on voit qu'effectivement, sur le trimestre, sur le quatrième trimestre, les 2 derniers mois, donc novembre et décembre, on a un ralentissement du revenu des ménages, on a une baisse des dépenses de consommation des ménages, et on a une hausse du taux d'épargne des ménages américains. Et donc c'est un signe là aussi d'un petit peu plus de prudence, peut-être par rapport à une situation où, encore une fois, les effets cumulés des taux plus élevés, d'une inflation forte aussi qui persiste toujours, même si elle a baissé quand même, elle est toujours à 6,5% aux États-Unis, donc c'est pas non plus mineur comme inflation. Eh bien on voit que l'activité des consommateurs, que l'appétit des consommateurs est en train de ralentir. Après, pour reparler un petit peu de la Chine également, on a des signaux, alors que c'est pas forcément lié qu'à la Chine, mais peut-être un petit lien quand même, et plus globalement sur l'activité mondiale, on a des indicateurs très macro, comme le Baltic Dry Index, un indice qui mesure le prix, c'est un indice de prix du transport maritime à l'échelle mondiale pour tout ce qui est transport de vrac sec. Et donc, on voit qu'il y a une demande qui est là pour des bateaux de plus petite taille, mais que les bateaux de très grande taille, par exemple, on a une demande qui est plus faible. Et sur l'ensemble de l'indice, eh bien, on a cessé de baisser tout au long de la semaine. Là, ça a été 11% de baisse cette semaine, presque 12% sur l'ensemble de la semaine, sachant que ça baissait déjà les semaines d'avant. Donc on a comme ça des signaux qui semblent montrer que la demande pour les bateaux de transport de marchandises, mais de vrac notamment, donc vrac c'est vraiment tout ce qui est vraiment la matière première, ça peut être du charbon, ça peut être des céréales ou autre, eh bien on a une demande qui est en baisse, et donc signe aussi que la demande mondiale est sur une phase potentiellement de ralentissement. Et donc c'est là que se pose la question qu'on doit tous se poser, c'est et on va en parler la semaine prochaine, on aura les réunions de banque centrale la semaine prochaine, Fed et BCE. Donc la question c'est, les banques centrales vont voir ce ralentissement économique, ils vont voir qu'il est à l'œuvre, même si en zone euro on va échapper à la récession, il y a quand même des signaux de ralentissement qui sont présents. Et donc, quel comportement des banques centrales par rapport à ça ? Est-ce que les banques centrales vont décider de continuer à relever les taux en gardant toujours finalement comme moteur premier l'inflation qui reste encore trop élevée et faisant donc fi d'une réalité économique qui est en train de ralentir ? Est-ce qu'on aura donc un discours plutôt agressif dans son ensemble des banquiers centraux, ou est-ce que les banquiers centraux intégreront ces éléments de ralentissement économique ? Je pense plus là, du côté de la Fed, où l'inflation US est désormais plus basse qu'en Europe. Est-ce que la Fed intégrera ces éléments-là ou pas ? Et le risque que l'on peut avoir, on verra s'il se manifeste ou pas, mais le risque qu'on peut avoir, c'est un peu un risque d'effet ciseau. C'est-à-dire que si la Banque centrale américaine estime que l'inflation est encore trop élevée pour devoir baisser la garde, peut-être qu'elle pourra effectivement ralentir la cadence des hausses de taux, ne plus aller sur des rythmes de 50 points de base, mais plutôt de 25 points de base, mais garder une porte ouverte à plusieurs hausses encore de 25 points de base. Le marché, lui, ne price que 2 hausses à venir de 25 points de base, pour février et pour mars. Il ne price pas, en revanche, il n'intègre pas une 3e hausse de taux qui interviendrait sur la réunion de mai, sachant qu'il n'y a pas de réunion en avril, sur la réunion de mai. Donc, si la Fed, elle laisse cette porte ouverte éventuellement à plusieurs hausses allant au-delà du premier trimestre, ce que le marché n'intègre pas dans ses prix actuellement, le marché obligataire ou autre, et bien dans ce cas-là, on aurait quelque chose d'un peu plus agressif, et je disais effet ciseau pour les marchés, parce que ça voudrait dire banque centrale qui reste agressive, ou en tout cas qui maintient une pression sur les taux
sur une durée encore assez indéterminée, face à des signaux de ralentissement économique que l'on a aux États-Unis. Alors on peut dire, oui, mais les États-Unis, regardez, le PIB, il était bon au 4e trimestre. Oui, c'est une économie qui est résiliente. Résiliente ne veut pas dire qu'il n'y a pas sur certains items importants, notamment la consommation, qu'il n'y a pas des items qui posent question. Alors la trajectoire de la consommation reste encore très bonne par rapport au niveau que nous avions pré-Covid. En fait, le Covid a amené une surconsommation. C'est ça aussi qui a tiré les prix à la hausse, etc. Donc là, on est en train de corriger cette surconsommation. Donc il y a un ralentissement et une baisse de la consommation des ménages américains. Mais d'un point de vue historique, on est quand même sur une tendance, ou toujours au-dessus de la tendance qu'on observait les années avant Covid. Donc ce n'est pas non plus un effondrement de la consommation, attention. Mais justement, c'est là aussi qu'on peut se dire, il y a quand même des signaux de ralentissement qui sont à l'œuvre. Et donc, quel comportement de la Fed par rapport à ça ? Est-ce que la Banque centrale américaine va décider que c'est des ajustements normaux de la consommation, mais qui ne sont pas inquiétants, et que donc, il faut continuer les hausses de taux jusqu'à ce qu'on ait vraiment une confirmation que l'inflation passe sous les 5 ou 4%, où on est vraiment des signaux de ralentissement plus marqués ? Et le risque, il peut être là. Il peut être d'avoir des messages finalement de banquiers centraux, la Fed, qui serait par exemple un peu moins pivotante que ce que pourra... quand je dis pivot, c'est pas le bon terme, mais qui serait peut-être un peu moins clémente par rapport aux attentes de marché. Le marché a des attentes qui sont assez souples finalement, assez peu agressives. Voilà. Donc si la Fed remettait une petite touche d'agressivité là-dedans, ça évidemment, ça ferait rebondir le dollar, ça ferait un petit peu rebondir les taux, et ça ne plairait pas au marché action. Donc je pense qu'il y a quand même un risque la semaine prochaine de voir ça. On a également eu cette semaine des signaux là aussi, d'un point de vue macro, la 4e semaine de hausse des stocks de pétrole aux États-Unis. Là aussi, c'est pas, ça s'est déjà vu par le passé, c'est quand même plutôt rare, mais c'est déjà vu par le passé. Voilà, ça vient aussi par rapport à des signaux économiques américains où on a quand même un petit ralentissement de la consommation. Donc, est-ce que c'est lié à ça ou pas ? En tout cas, on note, ça fait 4 semaines consécutivement désormais que les stocks de pétrole montent aux États-Unis. Voilà ce que nous pouvions dire. Et puis, dernier élément également qu'on a eu là en cette fin de semaine, les chiffres d'inflation PCE. Vous savez qu'il y a 2 grosses mesures d'inflation aux États-Unis, la partie IPC, donc le CPI, c'est l'inflation classique, et puis la partie PCE qui est une mesure plus ciblée en fait de l'évolution des prix, vraiment focalisée sur les ménages américains. Et donc, on a des chiffres d'inflation core PCE. Ça, c'est vraiment la mesure la plus surveillée par la Fed. C'est ressorti à 4,4%. Donc, c'est sûr que c'est moins élevé que le CPI global, etc. Parce que là, c'est une inflation core, qui est donc hors alimentation, hors énergie. Alors, à 4,4, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que ça baisse effectivement par rapport au mois précédent, en rythme annuel, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, il y a peut-être de surprises supplémentaires. On se souvient que le CPI, par exemple, US, il y a quelques jours, sur la partie d'évolution annuelle, on avait battu assez largement le consensus. Là, ce n'est pas le cas. On est pile en ligne avec le consensus. Même si le chiffre baisse, on est quand même en ligne avec le consensus. Donc, il n'y a pas non plus une surprise extraordinaire. D'ailleurs, on n'a pas vu les marchés réagir de manière massive cet après-midi. Vendredi, donc, juste après la publication des chiffres. Donc, 4,4, c'est encore loin des 2%. Donc, c'est ça, en fait, toujours. C'est non pas qu'il y aura une remise en question de la tendance de baisse de l'inflation, ça devrait se poursuivre dans les mois qui viennent. La question, c'est à quelle vitesse on y va. Et est-ce que dans ce parcours vers le retour de l'inflation dans la zone 2-3%, est-ce qu'il n'y a pas des risques un petit peu de rebond de l'inflation ? Cette semaine, on a eu les PMI d'activité, donc les indices d'activité aux États-Unis, et dans ces PMI qui sont toujours contractés, donc là aussi c'est un signe de sentiment, les PMI, ces enquêtes de sentiments, manufacturiers, services, eh bien on voit quoi dans ces enquêtes ? Qu'il y a un rebond de ce qu'on appelle le prix des intrants, c'est-à-dire que les entreprises du secteur privé, dans ce qu'elles reçoivent en amont, eh bien les prix ont augmenté. Et donc, est-ce que là, on n'a pas un des risques d'avoir ensuite une retransmission d'une partie de ces prix sur les prix de vente et donc rebond temporaire, par exemple, de l'inflation sur un mois ou deux ? Voilà. Et ça, c'est le genre de choses, effectivement, qui pourraient pousser la Fed à ne pas être trop conciliante encore à court terme, et en laissant la porte ouverte à plusieurs hausses de taux, même si ce ne sont pas des hausses de 50 points de base, mais si elle laisse la porte ouverte peut-être encore à 3 hausses de taux de 25 points de base, peut-être même 4, imaginons 4, là, effectivement, ce n'est pas du tout dans les prix du marché actuellement. Voilà. Le risque, il est un petit peu là, du côté de la Banque centrale la semaine prochaine. Voilà ce qu'on peut dire pour le résumé de cette semaine. Donc une volatilité globale des marchés qui retombait en dessous de 20, donc c'est des niveaux de volatilité plutôt faibles qu'on a sur les marchés actions qui traduisent effectivement ce positionnement assez cool, on va dire, des marchés par rapport aux gros enjeux de la semaine prochaine. Je vous rappelle la semaine prochaine, donc on va le voir maintenant d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine ? Lundi, pas de statistiques particulières, ça va commencer à partir de mardi avec les dépenses de consommation en France, donc ça c'est un
gros marqueur. La consommation, c'est toujours un moteur de croissance, donc on verra ce qu'il en est en France. On aura la même chose pour l'Allemagne, les ventes au détail en Allemagne. On aura également les chiffres d'inflation en France mardi prochain. On aura l'après-midi la confiance des consommateurs aux États-Unis et des indices d'activité comme le Chicago PMI. Donc voilà, une belle journée de statistiques mardi, donc veille de Fed, et donc le mercredi, ça y est, ça commence vraiment là au niveau des banques centrales. Mercredi, la réunion de la Fed, la décision de la Fed mercredi soir, suivi d'une conférence de presse de Jérôme Powell, et le lendemain, jeudi, ce sera autour de la BCE. Et avant cela, avant la Fed le soir du mercredi, on aura plein de stats dans la journée. On aura l'inflation en Europe, on aura la réunion de l'OPEP, on aura les chiffres ADP, donc des créations d'emplois aux États-Unis pour le secteur privé. C'est un chiffre on connaît, qui arrive 2 jours avant le rapport sur l'emploi officiel américain. On aura l'ISM manufacturier mercredi après-midi. On aura les JOLTS également, tout ce nombre d'emplois vacants aux États-Unis. Donc vous voyez, plein de stats en fait qui nous ramènent réellement aux gros enjeux pour la Fed. Le JOLTS, c'est sur le marché du travail. ADP, c'est sur le marché du travail. En gros, si les stats sortent et montrent que le marché du travail est toujours relativement tendu, c'est plutôt un mauvais signe pour la Fed le soir, parce que ça voudra dire, attention, le message risque d'être encore un peu musclé. Si au contraire, c'est des chiffres qui se détendent, la Fed on aura probablement tenu compte, et puis on aura des signaux peut-être un poil plus cool de la part de la Fed le soir. Mais en tout cas, vous voyez, il y a beaucoup de chiffres en amont comme ça qui vont encore faire la tendance la semaine prochaine, et ça va être une semaine probablement assez agitée sur les marchés la semaine prochaine, avec des mouvements probablement importants, parce qu'il y a énormément de stats en fait. Il y a le rapport sur l'emploi vendredi également, là, toujours important pour la Fed, mais c'est la décision de la Fed mercredi qui est la plus importante, parce qu'elle va donner aussi la direction pour la réunion de mars probablement, et pour les semaines à venir. Donc le gros rendez-vous quand même, c'est mercredi soir prochain, et puis le lendemain, je vous le disais, donc jeudi, c'est au tour de la BCE d'annoncer sa politique monétaire. Le marché attend une hausse de 50 points de base, donc ça amènerait le taux principal à 3%. La question, c'est quid après avoir remonté le taux de 50 points de base. Si la BCE dit avec quasiment certitude on aura encore 50 points de base en mars, et puis on restera toujours présent et vigilant sur l'aspect monétaire pour ramener les taux en territoire plus restrictif, ça ce sera agressif, ça ne plaira pas au marché. Donc et voilà, il y a vraiment gros enjeux, tout le monde l'a compris, pour les banques centrales la semaine prochaine. On débriefera tout ça vendredi prochain dans un nouveau podcast. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.